comment 20 000 anciens esclaves pouvaient-ils arrêter un empire qui avait conquis tout, de la Chine à la Pologne? Imaginez la scène. Le 3 septembre 1260, dans la chaleur torride de la vallée de Jezreel en Palestine, une armée mamelouk affronte la force militaire la plus terrifiante que le monde ait jamais vue. Les Mongols n'avaient pas perdu de bataille majeure depuis 50 ans. Ils avaient massacré des millions de personnes. Ils avaient réduit des civilisations entières en cendres et en décombres. Bagdad était en ruine. Elle était autrefois le joyau de la civilisation islamique, avec 1 million d'habitants. Damas était tombé sans combattre. Et maintenant, ces guerriers inarrêtables marchaient vers l'Égypte, la dernière grande puissance musulmane encore debout. Mais voici le rebondissement. Les défenseurs n'étaient pas les fils gâtés de sultans. Ils n'étaient pas non plus des guerriers tribaux aguerris au combat. Ils étaient d'anciens esclaves. Des garçons achetés sur les marchés furent entraînés dans de brutales académies militaires. Ils se retrouvaient en quelque sorte à diriger la défense d'une civilisation entière. Et ils étaient sur le point de réaliser ce que tout le monde pensait impossible. Ils avaient un plan. C'était une stratégie parfaite, née du désespoir et de l'intelligence. Elle était basée sur une connaissance intime des faiblesses de leur ennemi. Les Mongols ignoraient qu'ils se dirigeaient droit vers un piège. Ce piège allait changer le cours de l'histoire du monde. Laissez-moi vous dépeindre ce à quoi ressemblait le monde islamique en 1260. L'empire mongol s'étendait sur la plus grande masse terrestre contiguë jamais contrôlée par une seule puissance. Il couvrait plus de 31 millions de kilomètres carrés, de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est. Sous Genghis Khan et ses descendants, ces guerriers nomades avaient perfectionné une machine militaire. Elle était si efficace, si brutale et si dévastatrice que la résistance semblait futile. En 1219, ils détruisirent l'empire khwarazmien. Ils massacrèrent les populations de Samarcande et de Boukhara. Des estimations prudentes situent le nombre de morts à 1 500 000 personnes. En 1237, ils envahirent la Russie. Ils incendièrent Kiev et laissèrent plus de 200 000 morts sur leur passage. En 1241, ils écrasèrent les armées européennes à Legnica et Mohi. Ils ne firent demi-tour qu'à la mort de leur grand khan. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait pu les arrêter. Leur tactique était révolutionnaire pour l'époque. Ils utilisaient des charges de cavalerie fulgurantes. Des retraites feintes attiraient les ennemis dans des embuscades. Des engins de siège sophistiqués étaient opérés par des ingénieurs chinois. Un réseau de communication utilisait des coursiers montés. Ces coursiers pouvaient transmettre des messages sur 320 km par jour. Mais plus que leur prouesse militaire, c'était leur guerre psychologique qui paralysait leurs ennemis. Ils offraient un choix aux villes. Elles devaient se rendre immédiatement et payer tribut, ou résister et faire face à l'anéantissement total. Ceux qui résistèrent apprirent le prix à payer. Lorsque la ville de Nishapur tua un général mongol, les Mongols auraient empilé 1 700 000 têtes coupées. Ces têtes formaient des pyramides à l'extérieur des murs de la ville. C'était un avertissement terrifiant. Puis vint l'année 1258. Ce fut l'année qui ébranla l'islam jusqu'en ses fondations. Hulagu Khan, petit-fils de Genghis Khan, marcha avec son armée vers Bagdad. Bagdad était le siège du califat abbasside. Elle était aussi le cœur battant de la civilisation islamique depuis 500 ans. La ville abritait la maison de la sagesse. Elle contenait d'innombrables manuscrits et œuvres savantes. Le calife abbasside al-Mustasim refusa de se rendre. Il croyait peut-être que son autorité religieuse le protégerait. Il disposait de 50 000 soldats, dont beaucoup étaient mal entraînés. Hulagu avait amené 150 000 guerriers. Ils étaient aguerris par des décennies de guerre continue. Le siège ne dura que 13 jours. Le 10 février 1258, les Mongols franchirent les murs. Ce qui suivit fut indicible. Pendant une semaine entière, ils massacrèrent la population de Bagdad.
Des récits contemporains affirment que 800 000 à 2 millions de personnes furent tuées. Ces récits sont peut-être exagérés, mais ils sont néanmoins horribles. Le fleuve Tigre aurait noirci d'encre provenant des manuscrits détruits. Il rougit du sang des savants jetés dans ses eaux. Le calife lui-même fut roulé dans un tapis. Il fut piétiné à mort par des chevaux. La tradition mongole interdisait en effet de répandre le sang royal sur le sol. Le centre symbolique de l'islam sunnite était tombé. Avec lui, la confiance des musulmans était brisée. Hulagu n'avait pas fini. Son armée balaya la Syrie comme une peste. En janvier 1260, ils assiégèrent Alep. C'était l'une des grandes villes de Syrie. Après seulement 7 jours, la ville tomba. Les Mongols massacrèrent des dizaines de milliers de ses habitants. Un mois plus tard, en mars 1260, Damas ouvrit ses portes sans résistance. Son dirigeant An-Nasir Yusuf s'enfuit vers l'Égypte, terrifié. En avril, des patrouilles mongoles avaient atteint Gaza, à seulement 320 km du Caire. Les chrétiens de la région s'étaient rangés du côté des Mongols. Parmi eux se trouvait le roi arménien Étoum Ier et le prince Bourmon VI d'Antioche. Ils les voyaient comme des alliés potentiels contre leurs rivaux musulmans. Le général mongol Kid-Bouka, un chrétien nestorien d'ascendance turque Nayman, serait entré à Damas. Il était accompagné de ses dirigeants chrétiens. Cela ressemblait à une procession triomphale. L'Égypte se retrouvait seule. Les États croisés, bien que techniquement neutres, observaient. Ils attendaient de voir si l'islam serait rayé de la carte. En mai 1260, les émissaires de Hulagu arrivèrent au Caire. Ils apportaient un message pour le sultan Kutuz, empreint de mépris. La lettre déclarait que les Mongols étaient l'armée de Dieu. Ils avaient été créés par la colère divine pour punir ceux qui résistaient. Elle exigeait une reddition immédiate. La lettre avertissait que les forteresses ne pouvaient pas les arrêter. Les prières ne les sauveraient pas. Elle promettait humiliation et dégradation si Kutuz refusait. C'était l'approche diplomatique mongole standard. C'était en gros une extorsion de type mafieux, écrite dans une prose fleurie. La plupart des souverains, voyant ce qui était arrivé à ceux qui refusaient, s'agenouillèrent sagement. Mais Kutuz n'était pas comme la plupart des souverains. Né Mahmoud ibn Mamdoud, il était un prince khwarazmien d'origine turque. Les Mongols avaient détruit cet empire lorsqu'il était enfant, vers 1231. Les Mongols l'avaient capturé, ils en firent un esclave et le vendirent comme tel. Il avait été acheté et vendu comme du bétail. Finalement, il atterrit au Caire. Là, il fut entraîné dans les brutales académies militaires mamelouques. En plus de 20 ans, il avait gravi les échelons. Sa compétence et sa cruauté lui avaient permis de devenir vice-sultan. Il était aussi le pouvoir derrière le trône. Lorsque la menace mongole se matérialisa, le sultan Al-Mansur Ali, âgé de 15 ans, était clairement inadéquat face à la crise. Le 12 novembre 1259, Kutuz le destitua. Ce fut un coup d'État militaire. Il promit aux émirs qu'ils pourraient choisir le sultan de leur choix, après qu'il aurait réglé la question des Mongols. Kutuz connaissait intimement les Mongols. Ils avaient détruit son monde entier. Et il avait des comptes à régler. Lorsque les émissaires de Hulagu remirent leurs lettres menaçantes, la réponse de Kutuz fut rapide et symbolique. Il fit exécuter les émissaires sur le champ. Leurs têtes coupées furent exposées sur des pics au-dessus de la porte Bab Zuwayla au Caire. Cela fut fait à la vue de tous. C'était une déclaration de guerre. C'était un défi au plus puissant empire de la terre. Le message était clair. L'Égypte ne plierait pas. Mais Kutuz comprit qu'il ne pouvait pas gagner par la seule défiance. Il avait besoin d'alliés. Il en trouva un improbable, en la personne de Baybars. Cet homme allait devenir à la fois son plus grand atout et son ultime traître. Baybars al-Bondugdari était un Turc Kiptchak. Il venait des steppes au nord de la mer Noire. Il était né vers 1223. Comme Kutuz,
Il avait été capturé enfant. Cela s'était produit lorsque les Mongols avaient traversé sa patrie, vers 1242. Il fut vendu comme esclave. Finalement, un sultan égyptien l'acheta pour une formation militaire. Gros, mince, avec une peau claire, Baybars avait une cataracte distinctive à un œil. Cela lui donnait un éclat bleu étrange. Il dégageait une figure intimidante. Son nom signifiait littéralement « grande panthère » en turc. Et il se battait comme tel. Il s'était avéré un brillant commandant à la bataille d'Al-Mansura en 1250. Là, il avait contribué à écraser la 7e croisade du roi Louis IX. Il avait capturé le roi de France lui-même. Mais Baybars était ambitieux, peut-être trop ambitieux. Il avait irrité le premier sultan mamelouk Aybak. Il s'était enfui en Syrie, en 1254. Il passa 6 ans comme un soldat de fortune, pillant et faisant des raids. Lorsque Kutuz prit le pouvoir et offrit une réconciliation au début de 1260, Baybars accepta. Il amena avec lui ses combattants vétérans. Kutuz lui accorda le village de Kalioub en récompense. L'alliance était précaire. Les deux hommes étaient assoiffés de pouvoir et se méfiaient de la trahison. Mais tous deux comprenaient que sans unité, l'Égypte tomberait. Kutuz mobilisa toute la puissance militaire de l'Égypte. Le système mamelouk était unique dans la guerre médiévale. De jeunes garçons esclaves, principalement des peuples turcs des steppes eurasiennes, étaient achetés par les élites égyptiennes. Ils étaient envoyés dans des camps d'entraînement militaire. Ces camps étaient généralement situés sur des îles du Nil. Là, ils étudiaient les sciences islamiques et apprenaient l'arabe. Surtout, ils s'entraînaient sans relâche aux arts de la guerre. Ils excellaient particulièrement dans le tir à l'arc monté et les tactiques de cavalerie. Une fois diplômés, ils étaient techniquement libérés. Mais ils restaient liés à leurs protecteurs, par la loyauté et la dépendance financière. Le système créait des soldats professionnels. Ils n'avaient pas de loyauté tribale ou familiale pour les distraire. Leur identité entière était enveloppée dans l'excellence militaire. Ils étaient sans doute la meilleure cavalerie lourde du monde à ce moment-là. Kutuz rassembla une armée d'environ 20 000 hommes. Certains récits contemporains affirment qu'elle était plus grande. Cette force comprenait non seulement des Mamelouks, mais aussi diverses troupes auxiliaires, des conscrits égyptiens et des tribus arabes. De manière cruciale, Kutuz obtint la coopération passive du royaume croisé d'Acre. Les croisés, après des décennies de combats contre les musulmans, prirent une décision calculée. Ils permirent à l'armée mamelouk de traverser leur territoire sans être inquiétés. Ils autorisèrent même son ravitaillement près d'Acre. C'était une logique de l'ennemi de mon ennemi. Les croisés avaient correctement évalué que si l'Égypte tombait, ils seraient les prochains sur le menu mongol. Pendant ce temps, les circonstances avaient considérablement changé dans le camp mongol. En août 1259, le grand Khan Möngke était mort durant une campagne en Chine. Cela déclencha une crise de succession. Elle exigeait la présence de Hulagu en Mongolie pour le Kurultai. C'était la grande assemblée qui devait choisir le prochain Khan. La tradition et la politique mongole exigeaient sa présence. Hulagu retira la majeure partie de ses forces. Il s'agissait peut-être de 140 000 guerriers. Il les ramena vers l'est. Il laissa derrière lui son lieutenant le plus fidèle, Kitbuka. Ce dernier disposait d'une force estimée entre 10 000 et 20 000 soldats. Certaines sources mamelouques affirment que Kitbuka commandait jusqu'à 100 000 hommes. Cependant, les historiens modernes pensent qu'il s'agissait de propagande. Elle visait à rendre la victoire éventuelle plus impressionnante. La vérité était probablement plus proche de 12 000 à 15 000 guerriers mongols. Ils étaient complétés par des contingents chrétiens arméniens et géorgiens. Des levées syriennes locales, à la loyauté douteuse, les accompagnaient aussi. Kitbuka était un commandant vétéran. Il avait été à l'avant-garde des conquêtes de Hulagu.
Il avait aidé à détruire les bastions des assassins en Perse à partir de 1252. Il avait commandé un flanc lors du sac de Bagdad en 1258. Il s'était montré intrépide et compétent, mais il était aussi trop confiant. Il avait peut-être sous-estimé les Mamelouks parce qu'ils étaient d'anciens esclaves. De plus, il opérait avec une fraction de l'avantage numérique mongol habituel. Cet avantage avait écrasé tant d'armées auparavant. Le 26 juillet 1260, Kutuz mena son armée hors du Caire. Il marchait vers le nord, en direction de la Palestine. Sa stratégie est agressive. Il n'attendrait pas que les Mongols envahissent l'Égypte. Au lieu de cela, il les rencontrerait en territoire neutre. Ainsi, l'issue ne dévasterait pas les terres égyptiennes. Baybars commandait l'avant-garde, la position la plus dangereuse qui entrerait la première en action. Alors qu'il marchait sous la chaleur estivale, Kutuz motiva ses troupes. Il présenta le conflit en termes religieux. Ce n'était pas seulement une guerre politique. C'était une défense de l'islam lui-même contre des destructeurs païens. La chute de Bagdad avait fait de l'Égypte la dernière grande puissance islamique. S'ils échouaient, il n'y aurait pas de deuxième chance. L'armée traversa Gaza, où elle se livra à des escarmouches avec de petites patrouilles mongoles. Il testait le déploiement de l'ennemi et recueillait des renseignements. Ses premières rencontres étaient prudentes. C'étaient des actions de sondage conçues pour comprendre les positions mongoles sans s'engager dans une bataille majeure. Les éclaireurs de Kutuz se dispersèrent dans la région. Ils recueillaient des informations sur les mouvements de Kitbuka. Les Mamelouks avaient un avantage crucial. Baybars connaissait intimement le terrain. Des années auparavant, il avait fui l'Égypte. Il avait irrité le sultan Aybak. Baybars était alors un fugitif dans cette région exacte. Il se cachait dans les collines et les vallées autour de la Galilée. Il connaissait chaque source, chaque ravin et chaque endroit où une armée pouvait se cacher ou être piégée. Kitbuka, apprenant l'avancée des Mamelouks en Palestine, rassembla ses forces dispersées. Ses troupes avaient été dispersées pour le pâturage et les tâches de garnison à travers la Syrie. Cela prit du temps pour les concentrer. Le commandant mongol n'était pas un sot. Il comprit qu'affronter l'armée plus grande et mieux approvisionnée de Kutuz était risqué. Mais reculer sans combattre serait perçu comme une faiblesse. La faiblesse était synonyme de mort dans la culture mongole. De plus, les instructions de Kitbuka étaient claires. Il devait tenir la Syrie, intimider l'Égypte et étendre les frontières de l'Ilkhanat. Il choisit de prendre position près d'une source nommée Anjanut. En arabe, cela signifie « la source de Goliath ». On disait que c'était l'endroit où le David biblique avait terrassé Goliath. L'emplacement se trouvait à environ 15 km au nord-nord-ouest de Beisan. C'était dans la vallée de Jezreel, une zone relativement plate favorable aux manœuvres de cavalerie. Les Mongols arrivèrent les premiers et établirent leur camp. Ils prirent des positions défensives. Lorsque Baybars et sa force d'avant-garde atteignirent une hauteur voisine, ils examinèrent la zone. Ils trouvèrent le camp mongol déjà en place. L'ennemi attendait. Le matin du 3 septembre 1260 se leva, chaud et clair. Baybars avait soigneusement positionné le gros de l'armée mamelouk. Ils étaient dans des positions dissimulées parmi les collines et les arbres entourant la vallée. Le plan était élégant dans sa simplicité. Il s'agissait d'utiliser la tactique favorite des Mongols contre eux. Les Mongols étaient célèbres pour leur fausse retraite. Ils prétendaient fuir dans la panique. Cela attirait la cavalerie ennemie à les poursuivre sur un terrain difficile. Les poursuivants devenaient épuisés et désorganisés. Ensuite, les Mongols faisaient volte-face pour les détruire avec des réserves fraîches. Baybars ferait exactement cela, mais en mieux. Il avança avec une petite force, peut-être 1000 à 2000 cavaliers. Il les positionna de manière à avoir le soleil levant dans le dos. Le soleil serait dans les yeux des Mongols, rendant la vision difficile pour l'ennemi. Ce n'était pas de la chance,
C'était une planification minutieuse basée sur la connaissance du terrain et de l'heure de la journée. Puis l'avant-garde de Baybars commença à provoquer les Mongols. Ils allaient et venaient, les narguant, tirant des flèches pour les inciter à attaquer. Cela continua pendant des heures. Les Mamelouks harcelaient, mais ne s'engageaient jamais, restant juste hors de portée. Kit-Bouka, ses instincts de guerrier éveillés, ordonna à ses forces d'avancer. Les Mongols étaient confiants. C'étaient les hommes qui avaient conquis la moitié du monde connu. Ils chargèrent avec leur fureur caractéristique. Leurs arcs composites lançaient des volées de flèches dévastatrices. Leur cavalerie traversait la vallée à toute vitesse. L'avant-garde de Baybars commença à reculer, apparemment paniquée, se retirant vers les collines. Les Mongols poursuivirent, croyant avoir les Mamelouks en fuite. Ce fut le moment critique. La force mongole, forte d'environ 12 000 hommes, poursuivit la cavalerie en fuite de Baybars plus profondément dans la vallée. Leurs chevaux commençaient à se fatiguer sous le soleil brûlant. Leur formation s'étirait. Alors Baybars donna le signal. Des collines des deux côtés, les forces mamelouks cachées surgirent de leur dissimulation. Des milliers de cavaliers lourds chargèrent en les pentes. Ils écrasèrent les flancs et l'arrière des Mongols. Kutuz lui-même mena l'une de ces charges de flanc. Il aurait jeté son casque pour être reconnu par ses hommes. Il leur criait de combattre au nom de l'islam. Les Mamelouks possédaient un avantage technologique. Ils furent parmi les premiers à utiliser des armes à feu primitives au combat. Il s'agissait de canons à main, appelés midfa en arabe. Ces armes rudimentaires n'étaient pas particulièrement efficaces pour tuer. Cependant, elles produisaient de fortes explosions et de la fumée. Cela terrifiait les chevaux mongols, causant le chaos dans leurs rangs. La bataille dégénéra en un brutal combat rapproché. Les Mongols, réalisant qu'ils avaient été piégés, tentèrent de se reformer et de se frayer un chemin. Kit-Bouka se montra un guerrier de légende. Il refusa de battre en retraite, même si la bataille tournait en sa défaveur. Les sources mamelouks parlent de lui avec respect, notant qu'il choisit la mort plutôt que la honte de la fuite. Mais les mathématiques étaient contre lui. Les Mamelouks étaient plus nombreux que les Mongols. Ils étaient frais, tandis que les Mongols étaient épuisés par des heures d'escarmouches. Les Mamelouks avaient également obtenu une surprise tactique totale. Les auxiliaires syriens que Kit-Bouka avait gardés en réserve firent exactement cela. Ils craignaient qu'ils ne fassent défection. Ils changèrent de camp et attaquèrent leur maître mongol par derrière. Après un discours final provocateur, il avertit que Hunagou vengerait cette défaite avec une fureur terrible. Il fut ensuite décapité sur le champ de bataille par le vétéran mamelouk Jamal al-Din Akouch al-Shamsi. Quoi qu'il en soit, à la fin de la journée, Kit-Bouka était mort et l'armée mongole anéantie. Les survivants fuirent vers Beisan, à seulement 8 milles de là. Mais les Mamelouks les poursuivirent sans relâche, les massacrant. À Beisan, les Mongols tentèrent de faire une dernière résistance. Mais ils furent de nouveau écrasés dans un deuxième engagement. Les pertes étaient stupéfiantes. Bien que les chiffres exacts soient perdus dans l'histoire, des sources contemporaines suggèrent la destruction de la majorité de la force de Kit-Bouka. Peut-être 8 000 à 10 000 hommes furent tués ou capturés. Cela représentait 12 000 à 15 000 hommes engagés. Les Mamelouks subirent également des pertes, mais ils avaient remporté une victoire complète et totale. Pour la première fois de mémoire d'homme, une armée mongole avait été décisivement vaincue en bataille ouverte. Le mythe de l'invincibilité était brisé. Kutuz ordonna de placer la tête de Kit-Bouka sur une lance. Il envoya un messager galoper vers le Caire à toute vitesse pour annoncer la nouvelle. Lorsque le messager arriva avec la tête coupée du général mongol, le Caire éclata de joie. L'islam avait été sauvé. Mais l'histoire ne se termine pas à Anjanut. Kutuz avança immédiatement. Il ne laissa pas aux Mongols le temps de se regrouper. En quelques semaines, l'armée mamelouk avait reconquis Damas, qui se rendit pacifiquement.
Les émirs syriens qui avaient collaboré avec les Mongols s'enfuirent ou changèrent de camp. En octobre 1260, les Mamelouks contrôlaient toute la Syrie. Ils repoussèrent la frontière mongole jusqu'à l'Euphrate. Cela ressemblait à une fin de conte de fées. Le sultan esclave qui avait sauvé la civilisation. Mais Baybars avait d'autres plans. Alors que l'armée retournait vers l'Égypte à travers la Syrie, Baybars approcha Kutuz. Il demanda une captive mongole en récompense. Lorsque Kutuz accepta, Baybars lui baisa la main, en signe de gratitude. C'était un signal préétabli. Soudain, des officiers mamelouks loyaux à Baybars attaquèrent. Alors que plusieurs immobilisaient Kutuz, Baybars le poignarda personnellement au cou avec son épée. Il tua ainsi l'homme qui venait de sauver le monde islamique. L'assassinat eut lieu le 24 octobre 1260. C'était moins de 2 mois après Anjalut. Baybars s'empara du trône. Il devint le 4e sultan mamelouk. Interrogé sur le meurtre, Baybars affirma que Kutuz avait refusé de le récompenser correctement. Il n'avait pas obtenu le poste de gouverneur d'Anep, malgré son rôle crucial dans la victoire. C'était une prise de pouvoir de sang-froid. Mais dans le monde brutal de la politique mamelouk, la force faisait la loi. Les Mongols, comme on pouvait s'y attendre, tentèrent de venger leur défaite. Hulagu était furieux lorsqu'il apprit la mort de Kitbuka et la perte de la Syrie. En décembre 1260, seulement 3 mois après Anjalut, il envoya une force de 2 Touman. Cela représentait environ 20 000 hommes. Ils retournèrent en Syrie pour attaquer Anep. Ils réussirent à massacrer de nombreux habitants musulmans de la ville en représailles. Cependant, après 2 semaines, ils ne purent progresser davantage contre les défenses mamelouks. Ils furent contraints de se retirer. Hulagu planifia une invasion majeure pour écraser les Mamelouks. Il voulait reconquérir tout ce qu'il avait perdu. Mais il fut confronté à un nouveau problème. Son cousin Berke Khan, dirigeant de la horde d'or mongole en Russie, s'était converti à l'islam. Il était furieux de la destruction de Bagdad et du califat abbasside. Berke avait également des différends territoriaux avec Hulagu concernant des terres dans le Caucase. Dans un tournant stupéfiant, Berke s'allia avec les Mamelouks. Il attaqua Hulagu par le nord. En 1263, Hulagu subit une grave défaite face aux forces de Berke. Cela se produisit lors d'une tentative d'invasion au nord du Caucase. L'Empire mongol, qui avait toujours tourné sa puissance unie vers l'extérieur, se battait maintenant contre lui-même. Hulagu mourut en 1265, sans jamais venger Anjalut. Ses successeurs, les Ilkhanides, tentèrent plusieurs fois d'envahir la Syrie. Cela se produisit au cours des 4 décennies suivantes. Mais la résistance mamelouk, combinée aux politiques mongoles internes, les empêcha de jamais reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Les conséquences d'Anjalut se répercutèrent à travers les siècles. Cette victoire accomplit ce qu'aucune autre force musulmane n'avait réussi. Elle arrêta définitivement l'expansion mongole vers l'ouest. S'ils avaient perdu, la route vers l'Égypte aurait été ouverte. Avec la chute de l'Égypte, l'Afrique du Nord et potentiellement l'Espagne auraient été les prochaines cibles. Les Mongols avaient déjà atteint la Pologne en 1241. Ils avaient des projets sur l'Europe occidentale. S'ils avaient conquis l'Égypte et consolidé une base en Méditerranée, les Mongols auraient pu réaliser ce qu'aucun autre empire des steppes n'avait fait. Ils auraient exercé un contrôle permanent sur l'Orient et l'Occident. Leur influence aurait s'étendu du Japon à la France. La civilisation occidentale telle que nous la connaissons aurait pu se développer sous la suzeraineté mongole. Cela aurait eu des implications profondes pour la culture, la religion, la technologie et la politique. La Renaissance, qui n'était qu'à quelques siècles, n'aurait peut-être jamais eu lieu. Cela serait arrivé si les connaissances survivantes de l'âge d'or islamique n'avaient pas été préservées au Caire mamelouk. La maison de la sagesse de Bagdad fut détruite. Mais le Caire devint le nouveau centre de l'apprentissage islamique.
Il préserva et transmit les traditions philosophiques, mathématiques et scientifiques. Ces traditions contribueraient finalement à l'éveil intellectuel européen. Le sultanat mamelouk que Qutuz fonda et que Baybars consolida allait régner sur l'Égypte et la Syrie pendant plus de 250 ans. Cela s'étendit de 1260 à 1517. Baybars régna lui-même pendant 17 ans. Il mena 38 campagnes et livra 9 batailles majeures contre les Mongols. Il écrasa les États croisés restants au Levant. Ainsi, il établit l'Égypte comme la puissance inégalée dans le monde musulman. Il restaura symboliquement le califat abbasside au Caire. Cela donna à l'Égypte mamelouk une légitimité religieuse à la hauteur de sa puissance militaire. Il construisit des fortifications et améliora les infrastructures. Il établit des systèmes postaux. Baybars créa aussi le cadre administratif, permettant aux Mamelouks de prospérer pendant des générations. Quand il mourut en 1277, peut-être en buvant accidentellement du poison destiné à quelqu'un d'autre, il laissa derrière lui un État puissant et unifié. Les Mamelouks allaient de nouveau vaincre les invasions mongoles en 1281 et en 1299. Ils expulsèrent finalement les derniers croisés d'Acre en 1292. Ils résistèrent également à l'expansion ottomane pendant des décennies. Ils étaient des esclavagistes, des autocrates brutaux et des praticiens habiles de la réelle politique. Cependant, ils préservèrent la civilisation islamique. Cela se produisit alors qu'elle se trouvait au bord de l'extinction. Qui mérite le crédit pour Ain Jalut? Est-ce Qutuz, qui prit la décision de combattre plutôt que de se soumettre? Il unifia les factions mamelouks et mena depuis le front. Est-ce Baybars, dont le génie tactique et la connaissance du terrain changèrent le cours de la bataille? Cela, même s'il trahit son commandant par la suite. Est-ce les simples soldats mamelouks qui exécutèrent l'embuscade complexe sans faute sous une pression extrême? Peut-être tous. Le système lui-même, une méritocratie militaire, joua également un rôle. Il prenait des esclaves et les formait pour devenir des guerriers. Ils étaient capables d'affronter l'armée la plus redoutée du monde. La leçon d'Ain Jalut ne concerne pas seulement des tactiques supérieures ou des circonstances fortuites. Cela concerne ce qui se produit. Une menace existentielle force les gens à transcender leurs divisions. Ils doivent reconnaître que la survie exige courage et intelligence. Qutuz et Baybars se détestaient. Cependant, ils combattirent ensemble lorsque cela comptait. Les croisés haïssaient techniquement les musulmans. Néanmoins, ils les aidèrent contre les Mongols. Ils comprenaient la situation dans son ensemble. En fin de compte, les Mongols ne furent pas vaincus par le nombre. Ils ne le furent pas non plus par une arme secrète. Ils furent vaincus par un ennemi qui les étudia. Cet ennemi apprit de leurs tactiques. Il eut la discipline d'exécuter une contre-stratégie parfaite. Cela se produisit au seul moment où les Mongols étaient vulnérables. Aujourd'hui, Ain Jalut est commémoré différemment selon qui raconte l'histoire. Dans le monde islamique, notamment en Égypte et au Kazakhstan, Qutuz et Baybars sont des héros. Ce sont des défenseurs de la foi qui tiennent bon lorsque d'autres fuyaient. En Mongolie et chez les historiens de l'Empire mongol, la bataille représente le début de la fin. Ce fut le moment où l'élan vers l'ouest de l'Empire s'arrêta finalement. Les divisions internes commencèrent à les déchirer. Dans le cadre plus large de l'histoire mondiale, elle est reconnue comme un moment charnière. Elle est comparable à la bataille de Poitiers en l'an 732, ou encore au siège de Vienne, en l'an 1683. Une force d'invasion qui semblait imparable fut repoussée. Cela préserve la diversité culturelle et religieuse. Elle empêche l'homogénéisation par la conquête. Nous nous souvenons d'Ain Jalut
car cela nos rappelle qu'aucun empire n'est vraiment invincible. Les tactiques importent plus que les nombres. Et parfois contre toute attente, l'outsider l'emporte. Non pas à cause de miracles ou d'une intervention divine, mais parce qu'ils étaient plus intelligents, plus disciplinés et plus désespérés que leurs adversaires. La source de Goliath vit un autre géant tomber. Le monde fut changé pour toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette exploration approfondie de l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime. Essayons d'atteindre 1000 j'aime au cours des 24 prochaines heures. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu d'histoire militaire comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle bataille ou quel événement historique vous aimeriez que j'aborde ensuite. Les invasions mongoles du Japon? La chute de Constantinople? La bataille de Lépante? Faites-le moi savoir. Ce pourrait être la prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous que l'histoire est pleine de moments où tout est en jeu. Parfois, le résultat n'est pas décidé par le destin,